Bienvenue dans l'épisode 3 de l'Instant Truc, le podcast banalement geek. Dans cet épisode, on va encore parler de super-héros, mais on va en parler sous un angle différent. En effet, on va se demander comment et pourquoi nos goûts ont évolué en matière de subs. On va également tenter de répondre à une question hautement existentielle. Pourquoi les tartines de pain tombent toujours du côté de la confiture ? Vrai problème. Enfin, comme pour chaque épisode, on vous fera une petite recommandation culture. Allez, voici l'Instant Truc, épisode 3. It is pointless to resist, my son. Aziz, lumière! Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? My mom always said, life was like a box of chocolates. We are the knights who say... Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in bed in the night? Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Bienvenue dans ce troisième épisode de l'Instant Truc, le seul podcast qui level up à chaque épisode. Pour cet épisode, nous serons à 4 et non à 5 parce que, alors que l'OMS vient d'annoncer la fin officielle de la pandémie, Xavier a décidé que c'était le moment parfait pour choper le Covid, une seconde fois. Bravo, perfect timing. Bon, rassurez-vous, c'est un tout petit Covid qu'il a, comme un gros rhume, et il va bien. Il sera des nôtres, on l'espère, pour le prochain épisode. Nous voici donc à 4 avec Nico. Bonjour tout le monde. Monsieur Pierre. Bonjour tout le monde. Monsieur Mike. Bonjour. Et moi-même, Pascal. Alors, aujourd'hui, on va, comme je le disais dans l'intro, parler encore de super-héros. Parce qu'on aime ça, parce qu'on est des geeks, et puis parce qu'on fait ce qu'on veut. Mais cette fois-ci, on va en parler sous un angle un peu différent. L'autre jour, j'étais en train de boire mon café matinal en pleine réflexion sur moi-même, comme cela arrive parfois, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, quand j'étais enfant, mon super-héros préféré, c'était Superman. Puis, en grandissant, c'est devenu Spider-Man, puis les X-Men. Et je me suis demandé ce qui avait causé cette évolution. Était-ce mon regard qui avait évolué, mon regard sur le monde? Était-ce le type de comic que je pouvais acheter à cette époque qui a changé? Ou tout simplement, comme cela arrive dans la vie, est-ce que j'ai juste changé de goût, sans vraiment de raison? En tout cas, je me suis dit que c'était un sujet intéressant pour le podcast. Donc, voilà, messieurs, je vous pose la question. Comment vos goûts en super-héros ont évolué? On va commencer par toi, Nico. Quel était ton héros préféré étant enfant? Est-ce que c'est toujours le même aujourd'hui? Ou tu passais par plusieurs autres affinités super-héroïques? Merci pour cette question et cette psychanalyse, Pascal. Moi, quand j'étais petit, alors je commençais tôt, je sais plus, spécial Strange, 18-19, ça remonte très très loin, je devais avoir 2 ans, 3 ans. Non, moi j'aimais bien les héros jaunes, rouges et bleu métallique. Donc j'aimais bien Colossus et Deathlock. Voilà, c'est bête, hein, je crois que j'ai refait ça, je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'aimais bien quand j'étais gamin, et je me suis rendu compte que il y a une espèce de code couleur qui fait que j'aimais bien des personnages. Voilà, Khazar aussi, j'aimais bien quand j'étais gamin. Mais ça c'était quand j'étais petit. Ensuite on évolue avec ce qu'on lit aussi et ce qu'on voit. Alors en France, on était un petit peu limite sur tout ça, mais effectivement, les X-Men, je sais pas, quand on a grandi dans les années 80-90 en France, le passage X-Men, il est un peu obligatoire. C'était une équipe, voilà, on arrivait à se reconnaître dedans. Après, c'est peut-être la façon, elle était faite, mais et pour moi, ça reste un curseur, une balise, au niveau de ce que ça doit être un comics de super-héros. Pour le coup, les X-Men sur cette période-là, grosso modo, X-Men 94 jusqu'au 280, l'arrêt par Chris Claremont, voilà, c'est à peu près. Mais c'est un auteur en même temps, c'est un seul scénariste. Alors, il y a plusieurs dessinateurs, bien, pas bien, voilà, plutôt bien en règle générale. Mais c'est un seul scénariste sur 15 ans, 16 ans d'histoire. Donc on arrive à bien suivre et à se rattraper. Les personnages, ils changent pas de... Après, comment j'évolue ? Après, j'évolue parce que j'ai grandi. Donc après, on cherche autre chose. Et puis on découvre une petite boutique cachée quelque part dans l'île. Et puis alors là, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a tout et n'importe quoi. Et on fait dans tout et n'importe quoi. Surtout dans les années 90, il y a beaucoup de n'importe quoi. Ouais. Effectivement, les années 90, c'est un grand moment de n'importe quoi, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et du coup, il y a du super-héros, pur et dur bourrin, il y en a, on est un peu plus dans l'horreur, il y en a qui sont un peu plus durs, il y en a qui sont pour adultes, etc. Donc, puis on grandit, et puis on évolue avec tout ça. Je sais pas si pour tout le monde, c'est un peu le même parcours, mais en tout cas, les parutions françaises, en tout cas, que ce soit Strange, etc., et même plus localement, les parutions à Reddit, etc., pour les DC et quelques séries Marvel. On avait ça à se mettre sous la dent, on lisait
en cachette parce que c'était pas super fun et bien vu forcément de lire du super-héros alors que tout le monde en lit maintenant et tout le monde en regarde. Voilà. C'était pas le cas à l'époque, hein. Et voilà, en tout cas pour moi. Monsieur Mike ? Au final, je pense que contrairement à toi, je me rends compte que mes goûts ont pas forcément changé en fait. Pareil, j'ai démarré en fait pas mal avec les X-Men en fait. 89 au lycée, premier spécial Strange avec en couverture Longshot. C'est vrai que je suis resté sur les X-Men et en fait je pense que je reste toujours sur les X-Men parce que au final c'est pas un super-héros mais c'est plusieurs, c'est une équipe plutôt qu'un super-héros. Après c'est vrai que à l'époque on n'avait pas les Vengeurs à l'époque, les Avengers on les avait pas, ni Captain America, on avait que Spider-Man, Daredevil un peu étonnamment, Iron Man et aussi les Fantastic Four aussi, on avait pas mal ça. J'étais resté sur les X-Men et c'est vrai que après il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu chez les X-Men. Bon, dans les années 90, voilà, il y a eu du bon, du mauvais et puis récemment Hickman sur les X-Men a remonté, c'est redevenu mon comics préféré, tout sur les X-Men. Voilà. Mais ouais, au final, je me rends compte, j'ai pas au lycée en tout cas, c'était Wolverine, hein, je pense que ça c'était le personnage bourrin et en même temps attachant en fait, hein, je pense que c'est ça, c'est quand même très attachant sous ses airs de peut-être pour ça qu'on a un ami commun qu'il adore. Monsieur Pierre ? Ce serait un peu un mix de l'explication de Nico et celle de Mike. C'est-à-dire que mon premier contact avec les super-héros, c'est pas par le comics, c'est par les dessins animés qu'il y avait à la télévision, du Spider-Man, les 4 Fantastiques quand on était gamin. Et les premières lectures de comics, c'était des recueils d'aventures de Superman et de Spider-Man qui étaient vendus en format poche et en noir et blanc. Et je disais ça quand je devais avoir 5-6 ans. Je comprenais pas tout à l'univers parce que c'était pas forcément paru dans l'ordre qu'il fallait au niveau narratif, mais c'était bien parce que tu disais du Superman. Et comme vous tous, après je suis tombé sur cette putain de boutique du Vieux-Lille rue de la Monnaie. Donc mon premier super-héros préféré, ça a été Superman. Je suis allé voir ailleurs, j'en ai vu d'autres. Mon premier comics acheté en VO, ça a été Superman. J'ai voulu me lancer dans les X-Men et les propriétaires de la boutique m'ont dit si t'as pas lu les 280 numéros précédents, c'est un peu compliqué. Ah bon ? Il y a un nouvel arc. Oui, mais c'est compliqué. Donc vous pouvez me battre, hein, je n'ai jamais lu un X-Men de ma vie. Jamais. Donc bon. Et après, tu pars vers d'autres choses, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ton goût évolue. Le côté peut-être un peu lisse de Superman, tu essaies de voir ailleurs si c'est pas un peu plus dérangé. Comme beaucoup de lecteurs de comics, au départ, t'es attiré par la couverture, bien sûr, par le dessinateur, mais après, t'es aussi attiré par le scénariste. Donc voilà, grosso modo, la petite évolution. Et toi, Pascal ? Moi, comme je disais, c'était Superman au début. D'abord parce que la plupart de mes goûts sont arrivés par le cinéma. Et donc Superman est arrivé par le Richard Donner. Voilà. Et ensuite parce que il y avait un côté hyper positif du personnage. C'est un paladin, hein, Superman, comme tout le monde le sait. Donc il y avait ce côté j'aide la veuve et l'orphelin, je suis parfait. Zéro défaut, je ne tue pas. Voilà. Le Boy Scout. Le Boy Scout, exactement. Donc il me plaisait parce que, ayant subi une éducation catho très approfondie, le côté Boy Scout me parlait. Et après, effectivement, en grandissant, quand tu grandis, tu as des expériences de vie, tu découvres le monde, tu te rends compte que le monde, il n'est pas juste blanc et noir, mais qu'il y a beaucoup de gris. Et du coup, j'ai commencé à m'attacher à des personnages un peu plus compliqués. Alors, d'abord, j'ai commencé à m'attacher à Spider-Man parce que comme tous les ados, il me parlait, en fait, tout simplement. C'était l'ado qui était au collège, qui était comme moi, pas le beau gosse du collège ou pas le plus célèbre, etc. Et en fait, ça a été longtemps mon personnage préféré. Et puis après, il y a eu les X-Men parce que les outcasts, les personnages qui sont rejetés par tout le monde, mais qui continuent à quand même aimer l'humanité. Et puis le combat dont on parlait la dernière fois, le combat classique qui renvoie à Malcolm X, Martin Luther King, c'est-à-dire le combat professeur Xavier Magneto, où deux visions du monde s'affrontent avec le même but, mais avec des méthodes radicalement différentes. Non, c'est une série qui complique le propos en restant accessible. Voilà, on reste toujours sur des comics approved by the Comics Code, destinés à des enfants, etc. Donc on reste sur du comics classique entre guillemets, mais dont le propos en tout cas est un peu plus sérieux, mais en tout cas relève un peu le niveau. Sur Spider-Man, je vais revenir sur Spider-Man, ça a quand même été pendant très longtemps, Spider-Man, la tête de gondole du super-héros. Hein. Ouais. En France, en tout cas, Spider-Man, si je dis pas trop de bêtises, il n'y a quasiment aucun titre Lug où il n'y avait pas
une série Spider-Man à l'intérieur. Il y a Titan, il n'y a jamais de Spider-Man dedans, mais grosso modo, dans Nova, il y avait Spider-Man, dans Strange, il y avait Spider-Man, dans Special Strange, il y avait Spider-Man Team Up, il y avait toujours Spider-Man. C'est vraiment la tête de... Il y avait beaucoup de séries, mais c'était vraiment la tête de gondole. Il y avait aussi beaucoup de séries Spider-Man aux États-Unis, en fait, c'est pour ça. Et il y avait le dessin animé, et il y avait le merchandising qui existait déjà, le peu de merchandising qui existait, il était sur Spider-Man. C'était vraiment la tête de gondole, pour le coup. Les X-Men, effectivement, là, on est plus sur une évolution, pour le coup, du comics déjà, sur les thématiques. C'est un peu plus adulte, un peu plus adolescent, on va dire. Mais ça fait évoluer quand même la chose. Donc, Du coup, est-ce que vous pensez que c'est une évolution réfléchie des éditeurs de comics? Parce que je ne sais pas s'il y a un équivalent chez DC vous savez, d'une complexification des personnages. Parce que chez DC, on a toujours Superman, Batman, Flash, qui sont quand même très... Batman, il est très noir, Superman, il est très blanc. Ah ouais, il manque un milieu. Après, il y a... Mais c'est moins connu en France, mais il y a Teen Titan, mais qu'au final est quand même beaucoup plus adulte que... Mais c'est un peu l'équivalent quand même des X-Men, au final. Mais c'est beaucoup plus récent, sinon. Non, Teen Titan, c'est 85, 70, début 80. Après, Marvel a toujours été vu comme étant plus moderne dans son approche de faire du comics que DC. Plutôt conservateur, un peu plus... Et ils ont traîné notamment sur les personnages. Les gros personnages, Superman par exemple, il reste très longtemps sur un principe, comment dire, il va se bagarrer dans l'espace, etc. Enfin, il y a vraiment une forme assez figée sur le personnage. Pas de positionnement forcément politique, etc. Il n'y a pas grand-chose par rapport à ça. Marvel a peut-être moins de mal à aller vers ça. Même s'il y a des choses, hein, Green Lantern, par exemple, dans les années 70 chez DC, où ils abordent la drogue, etc. Bon, on arrive sur des sujets, des choses un peu plus sociétales pour le coup, mais c'est pas petite touche. Tu vas y réagir, Pierre? Oui, en disant que d'ici restait... si je ne me trompe pas, ça a quand même été la première maison d'édition à faire mourir son personnage principal en 92. 92. Même si c'est un aspect mercantile derrière, on sait très bien après. 92, c'est quoi? C'est la mort de Superman? La mort de Superman, ouais. Ouais, mais ça arrive tard. Ça arrive tard, quand je dis par rapport à la modernité, quand on reparle de Spider-Man, tout ça, les X-Men, c'est bien à partir du milieu des années 70, vraiment. Voilà, donc Superman, oui, il meurt en 92, mais Marvel avait déjà tué Captain Marvel d'un cancer en 1982 ou un truc du genre. Donc il y a toujours un petit temps de décalage par rapport à DC, je trouve, par rapport à comment les histoires avancent. Donc, Après, maintenant, je trouve que ça se sent moins dans les comics actuels. Parce qu'avant, c'est vrai que DC, c'était... au moins les années 80-90, c'était, il y avait un petit côté d'insouciance. C'était des grands héros qui sauvaient, le héros qui sauvait la veuve et l'orphelin, alors que chez Marvel, c'était toujours des personnages très... Même Spider-Man, tout ça, c'était quand même toujours des personnages qui étaient très très humains. Après, c'est ça. DC, c'est des dieux qui se fondent parmi les humains, tandis que Marvel, c'est des humains qui ont des pouvoirs, qui obtiennent des pouvoirs divins. En fait, c'est un peu ça. La vision est complètement inversée. Mais ça, c'était vraiment dans les années 90. Et là. Ces 10 dernières années, on sent moins quand même... Clairement, maintenant, ça s'est remis à niveau. Après, le public n'est plus du tout le même non plus. Voilà, ce qui était attendu, ce qui était demandé pour un public des années 70, 80, 90, c'est pas ce qu'on demande aujourd'hui. Le public n'est plus le même. Après, j'ai quand même l'impression qu'une majorité des comics, il y a 30 ou 40 ans, les comics, le public, c'était les enfants. Maintenant, le public des comics, c'est nous, en fait. C'est les grands-enfants, en fait. C'est des adultes qui ont grandi avec les comics. Mais maintenant, il y a quand même une majorité de comics où c'est des histoires adultes. Maintenant, Batman, on parle de Dark. C'est loin d'être c'est plus du tout un comics pour les enfants. Moi, j'ai découvert le comics donc par Strange, etc. C'était les comics qui sortaient tous les mois aux États-Unis de façon normale de chez Marvel. Je les lisais comme ça. Oui, il y avait un peu de violence, etc. Mais dans l'ensemble, je restais le cœur de cible. Même quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, ça restait à peu près je restais dans le cœur de cible. Aujourd'hui, je crois pas que je peux prendre beaucoup de comics, les filer à mes gamins comme ça d'une traite, en disant tiens, tu peux lire ça. Maintenant, parce que c'est trop adulte, c'est trop dur. Alors peut-être c'est moi qui me fais des films avec ça, j'en sais rien, mais actuellement ils sortent les séries
Ils ont des séries pour enfants. Tu vois les séries Spider-Man pour enfants, même en VF. Chez DC, j'en ai pas vu, mais chez Marvel, il y en a. Pour mon fils, maintenant, moi, je lui fais lire mes vieux comics. Je lui fais lire Le Gant du Pouvoir de l'époque, d'il y a 30 ans. Mais des choses, c'est vrai que maintenant, je vais pas forcément lui faire lire... The Boys, ouais, non, mais voilà. Après, tout n'est pas aussi violent que The Boys, mais les histoires sont quand même plus dures, plus adultes, en fait. C'est même pas que c'est plus dur, c'est que au final, ça va pas forcément intéresser les enfants. En fait, ce qui se passe dans les comics ne va pas forcément intéresser les enfants. Ouais, après, il y a des périodes, il y a des charnières, genre 86 à peu près pour le comics, c'est une période charnière. Il y a Miller qui fait Dark Knight, il y a les Watchmen qui sortent, il y a Crisis chez DC, il y a des périodes comme ça, et d'un coup tout devient plus sombre, par exemple. Voilà. Miller et Watchmen, ils font Miller sur Dark Knight, et déjà un petit peu avant sur Daredevil, surtout sur Dark Knight, et il y a Alan Moore sur les Watchmen, tout devient plus sombre. Voilà, à l'époque du grim and gritty. Voilà, c'est vraiment Ce que c'est que dans un autre podcast, j'avais dit que moi, les super-héros, j'aimais plus que ce soit positif. Mais on peut, par exemple, régulièrement quand même, là, on va dire le dernier run sur sur John Kent Superman, qui est des histoires très adultes, pendant que Superman, le père, était ailleurs. Mais c'est hyper moderne et hyper positif. Et moi, je trouve ça très bien. On peut faire des histoires adultes positives. Et après, on n'est pas obligé d'être dark pour tout. Parce que du coup, ça pose une question intéressante qui est on a grandi avec les comics et aujourd'hui on trouve qu'ils sont plus faits pour les gamins, mais est-ce que véritablement ils sont plus faits pour les gamins? Parce qu'il y a eu à un moment donné, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais il y a eu à un moment donné une attaque sur les films de comics où on disait qu'ils étaient trop pour les gamins. Et après il y a eu du Deadpool, etc. Et on a commencé à dire ils sont plus assez pour les gamins. Enfin voilà. Donc est-ce que les comics papier, est-ce que les comics ont effectivement grandi avec nous et sont devenus plus matures, et qu'aujourd'hui, comme vous dites, à vos enfants, vous ne feriez pas forcément lire des comics actuels? Ou est-ce qu'il existe toujours des comics pour enfants, mais c'est juste que on ne les connaît pas ou on ne les lit pas? Moi, il n'y a plus de comics pour moi déjà. Enfin, non, mais j'ai du mal à me projeter dans une histoire aujourd'hui, de découvrir soit un personnage, soit un énième reboot, retcon, ou une version différente d'un personnage que j'ai déjà vu, revu, etc. J'arrive plus, après que ce soit adapté pour un public actuel, moi, ça me pose pas de soucis. En tout cas, moi, je suis pas la cible, forcément. Donc ça, voilà. Et je vais même dire, c'est peut-être con, mais j'arrive à lire un comics 10 ans après qu'il soit sorti, en me disant, laissant retomber le truc. Moi, j'évolue aussi de mon côté tranquillement, et j'arrive à me dire, je vais aller regarder un petit peu quand même, essayer d'aller voir un run à droite, à gauche, de ce qui se passe. Ah si, ouais, c'est pas trop mal, ou non, c'est tout pourri, c'est bon. Mais j'arrive plus à être dans l'immédiateté et l'actualité. J'arrive plus à être dans ça. Non, peut-être aussi ce qu'on pourrait appeler pour certains héros et certains auteurs un effet de mode aussi. Il y a des auteurs à effet de mode, clairement. Mais ça a toujours existé, en fait. Ouais, chez Marvel, toujours des auteurs, notamment des scénaristes, qui faisaient 4, 5, 6, 8, 10 séries, qui vont traîner sur une période. Et c'est toujours à peu près des périodes de 5, 6 ans, à peu près, voilà. Et après, les mecs, ils sont cramés. Ils n'ont plus rien à raconter. Ils rentrent dans le rang. Il y en a entre deux qui passent par au-dessus. Enfin, c'est vraiment ce principe-là. Et ça existe toujours. Effectivement, les scénaristes qui vont faire 10 séries, X personnages, et qui vont donner leur version, leur vision, pour ils rendent le personnage plus ou moins dans l'état, ou pas du tout dans l'état où ils l'ont trouvé. Et d'ailleurs, ça arrive, il y a beaucoup de scénaristes tout ça. Par exemple, je pense à Peter David, qui a quand même pas mal scénarisé les années 90, a fait des choses extra sur Hulk, qui a fait un vrai comics de Hulk, en fait, qui est sorti un peu du monstre vert qui casse tout, qui a réussi à en faire un vrai personnage. Pendant 10 ans. Il met ça sur 10 ans. Pendant 10 ans. Après, il a tenu aussi un peu X-Factor aussi, qui était très particulier, mais qui était très très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'après, forcément, il y a une période de creux, parce que peut-être qu'ils vieillissent aussi, et qui... après, Claremont, pareil, le Claremont après X-Men... c'est quand même pas terrible, quoi. Il a fait peu de choses.
Et c'était pas top. Les royalties tombent toujours. Voilà. Mais non, c'est pas du pognon. Les docteurs fonctionnent comme ça a toujours été, mais ça c'est valable aussi pour Ennis, c'est valable pour Millard, c'est valable pour... Il y a des comme ça, des périodes... Après, il faut pas oublier que la première chose quand même des comics, c'est qu'ils veulent vendre. Hein. Donc, il y en a un qui marche, il va faire 2 séries, il va faire 3 séries. Au début, on va prendre des dessinateurs connus, histoire de mettre ça en avant. Et puis après, un petit peu moins maintenant. Ils essayent de faire un peu... ils changent un peu, parce que ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que dans les années 90, on avait souvent des dessinateurs qui restaient aussi très longtemps sur des séries. Et c'était eux les stars. C'était pas les scénaristes, les stars, c'était les dessinateurs, les stars. Moi, quand je fais vraiment du comics, je commence à en faire en VO, etc., les stars, c'est les dessinateurs. Et c'est ce que j'allais dire, justement, c'est qu'on parle tout à l'heure des scénaristes, etc., mais en fait, le gros du comics, ça reste quand même le dessinateur. Ouais. C'est ça qui porte... En tout cas, un comics de super-héros, quasiment à un moment, s'il n'y a pas l'accroche graphique. Et à l'inverse aussi, si ça nous plaît pas. Pour me faire n'importe quel scénariste dessiné par Liefeld, je l'achèterai pas. Ouais, mais moi, j'ai des comics très mauvais, mais dont je me sépare pas, parce que graphiquement, je prends une grosse claque. Et ça me suffit. Quelque part, c'est plus facile de lire une grosse claque graphique que de lire un super scénar très très compliqué. J'ai essayé de me remettre là, par exemple, dans c'est pas du tout de super-héros, mais dans Fromel de Alan Moore et Campbell, c'est assez repoussant graphiquement. C'est très compliqué. C'est très dur. Faut te forcer. T'es pas dans un truc, putain, c'est cool, il y a des belles couleurs, ça pète dans tous les sens, et voilà. T'es pas du tout là-dedans. Non, là, mais dans le super-héros, ça peut être ça aussi, des comics moches. D'ailleurs, c'est marrant. On parle des dessinateurs stars des années 90, quand les dessinateurs stars des années 90 barrent faire Image, Marvel, ils arrivent à trouver quelques dessinateurs qui tiennent la route et ça marche plutôt sur les titres X-Men, etc. Sur d'autres titres, ils n'ont plus personne à mettre, ils mettent des auteurs moins bons, beaucoup moins bons, et il y a plein de séries qui se cassent la gueule. Je précise pour les gens qui ne sauraient pas que dans les années 90, en fait, une grande partie quand même de dessinateurs... c'était 6 ou 7, je pense, à partir. De chez Marvel sont partis et ont fondé leur propre maison d'édition qui s'appelle Image Comics, dont la particularité est qu'elle était ce qu'on appelle creator own, c'est-à-dire qu'en fait, les personnages appartenaient à leur créateur, contrairement aux éditeurs comme Marvel et DC où les personnages appartiennent à l'éditeur et pas au scénariste ou au dessinateur. Et c'est ce dont parlait Nico. Et pour conclure sur le sujet, du coup, puisqu'on va passer au deuxième sujet, qu'est-ce que du coup vous conseilleriez ou vous feriez lire, vous, à vos enfants ? Là, moi, déjà, ce que j'ai fait lire, en fait, mon fils est fan du monde Marvel, mais par rapport au film. Et du coup, je lui ai fait lire plutôt de quoi étaient venues les histoires. Donc, le Gant de l'Affinité, des choses plus anciennes. Du coup, quand on était voir les Gardiens de la Galaxie, il connaissait déjà dans Warlock, par exemple. Il l'avait déjà vu. Après, c'est parce qu'on a des vieux bouquins qui traînent. On va plutôt chercher... des vieilles histoires, mais pas forcément des trucs à rallonge. En fait, c'est ça le problème. Je pense aussi, c'est que à l'époque, nous, on s'est... Comment expliquer ? On s'est tenu... on suivait les histoires, enfin, comme les X-Men, on suivait les histoires sur la longueur. En fait, le comic, c'est quand même ça, suivre les histoires sur la longueur. Mais je peux proposer à mon fils quelque chose court, mais pas quelque chose... Enfin, je suis pas sûr qu'il va pouvoir suivre quelque chose qui va durer sur plusieurs numéros, sur... Moi, si je parlais avec moi, pour le coup, quand j'étais gamin... Moi, il n'y avait pas de long cours. Hein. Et je rejoins Pierre par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Moi, j'avais un bouquin de temps en temps. Ouais. Donc, la continuité, elle n'existe pas. Le bouquin que tu as, tu le rinces en long, en large, en travers. Et t'en as une dizaine ou une quinzaine. Tu as des recueils de 3 numéros, là, rabotés au massicot. Et voilà, tu prends ce que tu as, pour le coup. Donc, moi, quand j'étais gamin, ce qui a forgé, entre guillemets, ce que je suis aussi, et comment je vois le super-héros, c'est ça. C'est qu'à un moment, tu prends... Ou tu fais le pied de grue chez ton marchand de journaux pour être sûr d'avoir... numéro qu'il y en a assez ou qui soit livré. Ça, je l'ai fait après, ouais, effectivement. Mais moi, quand j'étais vraiment gamin, début des années 80, c'était une fois de temps en temps, avec mon grand-père, à la maison de la presse, un truc. Tu te retrouves avec les pochettes au rabais, voilà, effectivement. Tu avais plusieurs numéros pour 3 francs ou 15 francs, voilà. Ou en vacances, par exemple, t'achetais des reliés. 15 francs, t'es des boomers, quoi. 15 francs, pas ancien franc. Je me rappelle, j'avais mon béret et ma baguette.
Non, mais et du coup, c'est enfin, moi, je dirais qu'il y a mes gamins qui fassent leur expérience. Ils ont de quoi lire à la maison. Voilà, j'en ai un qui en a rien à faire de super-héros, il lit des mangas. Bah, c'est très bien, lis des mangas, fais ta culture, fais ce que t'as envie, en fait. Découvre. Mais on peut pas leur forcer la main. Après, ils ont à dispo peut-être plus que ce que moi je pouvais avoir quand j'étais gamin. Et puis si ça intéresse, il ira la suite, et s'il veut pas... Ouais, et il fera son parcours, il lira ses trucs, plus ou moins obscurs, plus ou moins difficiles à lire. Parfois des trucs que tu achètes, tu te dis ah putain c'est super, et puis en fait maintenant tu te dis mais en fait ça j'arrive plus à le lire, et c'est insupportable. Moi aujourd'hui ce qui m'insupporte en tout cas dans l'évolution des goûts, c'est le cynisme dans le super-héros. J'y arrive plus. Dans les histoires? Ouais, dans le côté, le cynisme et le côté je sais mieux que vous, je suis en train d'écrire un truc, je sais mieux que vous, et je vais vous en donner plus que. Toujours plus. Enfin, voilà, le côté Millard, par exemple. J'arrive plus du tout à lire du Millard. En fait, ce qui te gêne, c'est quand ça devient un peu trop méta et qu'il y a un commentaire sur les super-héros dans le comics de super-héros. Ouais. Et donc, tu disais tout à l'heure, Mike, toi, t'es resté sur une ligne. Mais en fait, moi, j'ai fait mon tour et j'en reviens. Donc maintenant, je reviens, il y a des trucs classiques et plutôt des trucs anciens, soit que j'ai pas lu ou que j'ai lu partiellement, que j'essaie de combler. Mais par contre, oui, voilà, j'ai fait mon tour dans les trucs les plus... obscurs, etc. Maintenant, je sais ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Enfin, voilà, Et donc, du coup, parce que je vois que t'es vide ma question depuis tout à l'heure, tu conseillerais quoi à tes enfants? Si tu devais... Après, t'es pas obligé, mais si tu devais leur conseiller quelque chose. Pas forcément un comics d'aujourd'hui, d'ailleurs. Ça peut être un comics des années 70, mais tu leur conseillerais quoi? Ce qu'ils aiment. Il me dit, il regarde un truc, il me dit j'aime bien Hulk, j'aime bien Batman, j'aime bien... Bah voilà, donc, je vais lui filer un truc qui va dans ce sens-là. Mais c'est lui qui va me dire. C'est pas moi qui vais lui dire tiens, lis ça, c'est bien. J'ai jamais et c'est pour ça que je ne ramène pas de recommandations, j'ai du mal à dire tiens vas-y ça c'est bien. Je reste dans mon coin. Après c'est parce que je reste le gamin que j'étais qui se planquait pour lire du super-héros. Ouais. Je ne trouve pas ça, enfin voilà, le côté mode super, enfin moi ça me scotche d'aller aujourd'hui au Furet, à la Fnac, n'importe où, il y a du super-héros à Carrefour, il y a du super-héros dans tous les sens, pour tout le monde, et n'importe qui a un t-shirt Captain America, Superman, tout ce que tu veux. Alors que quand moi je lisais ça quand j'étais gamin, c'était pas forcément le truc le plus fun et que t'avais envie de dire à tout le monde. On s'est construit une petite cabane quand on était gamin et tout le monde est venu dedans, quoi. On a fait notre propre salle de jeu. C'est ça. Et il y a trop de monde dedans. Et Monsieur Pierre, est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Ce que je pourrais conseiller, je pense que j'irai vers ce qu'il aime bien, sachant que ce jeune homme, il a été élevé aussi avec les films du MCU, donc ça fait partie aussi, il a pris de plein fouet, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais parce que c'est une évidence, mais il y a aussi une différence fondamentale entre notre génération et la génération des gamins d'aujourd'hui, en termes de super-héros, c'est que, on a déjà évoqué dans un épisode précédent, nous on évoluait, c'était la disette, on évoluait de film en film. Les super-héros, c'était la BD, point. Voilà. Et aussi Des fois, on avait une série, on a la chance d'avoir une série télévisée, je pense à Wonder Woman et Hulk. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, les gamins qui ont moins de 15 piges ou 20 piges aujourd'hui, ils ont grandi avec le MCU, avec le DCU et avec le super-héros apparenté autour, les Kick-Ass, etc. Il y a plus de maison de la presse, non mais voilà. Pour nous, c'est vrai que la porte d'entrée, c'est plus du tout la même. La porte d'entrée, là, c'est le film ou le dessin animé, c'est le support écran. Nous, le support écran, c'était pas ça, la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'était tu rentrais dans une maison de la presse ou un relais dans le débit de tabac et tu regardais ce qu'il y avait. Voilà, de temps en temps, tu reluquais un petit peu en haut, puis après, tu revenais sur tes super-héros. Après, les éditeurs essayent quand même de... Enfin, il y a plus de magazines en maison de la presse, mais ils essayent quand même de garder un peu ce côté... je vais prendre par rapport à ce que tu parlais justement de Carrefour ou même, je ne sais plus, une autre enseigne aussi. Il y en a un, c'est chez DC, il y en a un chez Marvel. Tous les ans, ils font des collections... à pas cher. À 4-5 euros, voilà, où tu as un bon 180 pages de comics. Combien ça fait, en francs voilà. Et où justement, on peut se baser sur la couverture ou sur le thème ou sur. Et ils essayent un peu. C'est un peu plus compliqué, mais ils essayent quand même de garder. Il y a plus Nova, Strange, etc. Mais il y a quand même toujours des. En presse, en relayage, il y a quand même toujours du Spider-Man, du Superman, etc. Mais pas tant que ça, il n'y a plus grand-chose. Non, ils ont vraiment diminué, c'est le strict minimum. Okay. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ok. Eh
on va passer à notre deuxième sujet. C'est la tentative de répondre à une question essentielle, une question clé qui questionne la fabrique même de notre univers, une question qui hante l'humanité depuis la nuit des temps et qui a très certainement provoqué des guerres à travers l'histoire. Cette question existentielle est simple. Pourquoi votre tartine matinale, lorsqu'elle vous échappe des mains, tombe toujours, je dis bien toujours, du côté de la confiture ou du beurre, selon vos goûts en matière de petit déjeuner? Pourquoi Alors, il faut savoir que notre ami Xavier, l'esprit probablement bué par son Covid, nous a envoyé une réponse à cette question. Il nous dit qu'en fait, la tartine qui tombe toujours du côté de la confiture, c'était une blague de Dieu, enfin Yahvé, quand Moïse était sur la montagne et que Dieu lui donna les 2 grosses bonnes plaques de pierre contenant les 10 commandements, il les a volontairement fait tomber du côté de l'écriture. Juste pour se foutre de la tronche de Moïse. Et parce que quand t'es Dieu, des fois, tu te fais chier. Et ça l'a tellement fait marrer, Dieu, de voir le visage décontenancé de Moïse, que son fou rire a provoqué des orages d'anthologie, et que depuis, quand il veut s'éclater, il fait tomber nos tartines côté confiote. Comme ça, juste pour voir nos tronches, en se foutant totalement de ces millions de personnes que ça a envoyé en psychanalyse. Voilà la théorie de Xavier. Un petit peu de fièvre. Peut-être une autre réponse, monsieur Pierre? Non, à l'explication que j'avais, j'avais une réponse toute bête, mais la décence m'interdit de le dire, même si on coupe. Là, c'est de l'humour noir au 14e degré, mais voilà. Mais la raison, c'est quoi? Il a une histoire de gravité ou quelque chose comme ça, c'est plus lourd d'un côté. Voilà, alors j'imagine que si, sauf si t'as de la bague. Je pourrais faire celui qui vérifie pas ses sources et qui dit, mais si, j'ai vu, c'était vraiment un documentaire, mais non. Non, c'était. Je me rappelle d'un sketch dans une vieille émission qui s'appelait Palace, où il faisait des tests exprès pour que les tartines, justement, dans le Palace. Parce qu'au Palace, on est bien accueillis. Et donc, les tartines ne tombaient jamais du côté du beurre ou de la confiture. Voilà, ça, c'est Palace. Voilà. Après, il y avait aussi une vidéo, c'était une publicité, je pense, pour une boisson, une bière ou quelconque, où un scientifique essayait tant bien que mal de produire de l'électricité avec un gars derrière qui faisait tourner des roues. Et tout à coup, il se beurre une tartine et la tartine tombe côté beurre. Du coup, on le voit essayer et elle tombait toujours côté beurre. Et du coup, il a l'idée de génie d'attacher une tartine sur le dos d'un chat qui tombe toujours sur ses pattes. Mais du coup, elle peut pas tomber côté chat parce que la tartine doit tomber côté confiture, etc. Et ça fait un mouvement perpétuel. Et c'est comme ça que l'électricité est née. Je mettrai le lien de cette vidéo dans les notes de l'émission. L'électricité, je suis pas sûr que c'est ça, la vraie. On va pas. C'est Maître Gims, c'est égyptien. Rappelle-toi, c'est égyptien de Gims. C'est là, voilà, l'électricité. Je précise pour nos éditeurs qu'il est probable qu'on dise de la merde. Donc, en fait, selon un article du site Slate daté du 2 août 2021, la faute en revient aux lois de la physique qui régissent l'univers. Le physicien britannique Robert Matthews, membre de la Royal Astronomical Society et de la Royal Statistical Society, a étudié la question. Selon lui, la première raison tient à la hauteur de la table sur laquelle est posée la tartine, ou à la hauteur de votre main si c'est de là qu'elle tombe. Ces calculs lui ont démontré qu'un toast ou une tartine standard fait un tour complet sur lui-même ou elle-même en 0,7 secondes. Mais si la tartine tombe d'une hauteur de 75 cm, ce qui est la hauteur moyenne d'une table de petit déjeuner, elle met seulement 0,39 secondes pour atteindre le sol. Elle n'a donc pas le temps de faire un tour complet sur elle-même. Elle ne fait qu'un demi-tour. La tartine étant posée sur la table ou dans votre main, côté confiture en haut, évidemment, le fait de faire juste un demi-tour l'amène donc sur le sol, tragiquement, côté confiture en bas. C'est scientifiquement prouvé. Pour s'assurer de la véracité de ces calculs, le physicien, en 2001, a fait appel à des centaines d'écoliers britanniques pour obtenir des résultats empiriques. Après des milliers de tests où les enfants ont volontairement fait tomber leur tartine sur le sol, encore et encore, Robert Matthews a pu en conclure la statistique suivante. La tartine tombe du côté de la confiture dans 62% des cas. Ainsi, lors de ces tests sur 9821 tartines lâchement livrées à la gravité par les écoliers, seules 6101 ont atterri côté confiote. Bien entendu, l'expérience n'est pas parfaite, car elle ne prend pas en compte les éventuelles tentatives de rattrapage de la tartine avant qu'elle ne touche le sol, qui pourraient avoir pour effet de modifier sa trajectoire. Ou encore la véritable hauteur initiale de la tartine, parce que si elle se trouve dans votre main, elle est donc plus haute que la table. Cela nous permet tout de même d'imaginer des solutions qui permettraient à l'humanité de se sortir de ce drame affreux qui, rappelons-le quand même, touche des millions de familles dans le monde. La table de 1m50. Parce que du coup, elle a le temps de faire un tour. Exactement. Si en effet la hauteur à laquelle se trouve la tartine est une donnée essentielle de l'équation, il faudrait alors construire des tables plus hautes,
de manière à ce que la dite tartine ait le temps de faire un tour complet sur elle-même avant de toucher le sol, et non pas un simple demi-tour. Et si on la beurre des deux côtés, du coup, il y a toujours un côté utilisé. Ah bah non, ça marche pas. Ça. Et l'autre solution, qui est beaucoup plus simple, serait de fabriquer des tartines plus petites, qui tourneraient donc sur elles-mêmes plus rapidement. Bref, voilà un sujet pour la science dans les années qui viennent, ou pas. Avec une matière différente, est-ce que ce serait la même chose? Parce que là, on parle de confiture. Tu mets de la pâte à tartiner, c'est plus lourd que la confiture. Du pâté, c'est pareil. De la rillette, c'est pareil. La rillette, c'est beaucoup. Voilà, tu mets du miel. Parce que le pâté, tu risques de le perdre. Ouais, il va s'amietter. Il risque de glisser, de tomber plus vite. Voilà, et puis c'est plus grave. Mais la pâte à tartiner, ça doit être bien lourd. À mon avis, de pâte à tartiner qui se renverse, qui touche le sol, tu commences une belle journée. T'es vénère grave, ouais, effectivement. Et bon. Dans le mouvement de ramasser ta tartine, imaginons, catastrophe en suivant, que tu renverses ta tasse de café chaud sur tes genoux. Et là, tu te brûles. Ça, par contre, le verre, il tombe toujours du côté mouillé. C'est vrai. Ça, par contre, c'est... C'est totalement vrai. C'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais là, c'est trop de catastrophes. On va traumatiser les gens, là. Parce que, justement, Xavier m'a raconté une petite histoire par rapport à la tartine. C'est un monsieur qui, ça fait 30 ans qu'il fait une psychothérapie à propos de sa tartine de confiture, car tous les matins, sa tartine de confiture tombe côté confiture. Déjà très maladroit quand même, ce monsieur. Et un matin, il se réveille, un dimanche matin, il se réveille et sa tartine tombe pas côté confiture, mais de l'autre côté. Là, il se dit, il y a quelque chose, il faut que j'appelle tout de suite mon psychiatre, il y a son numéro privé, et il appelle tout de suite, docteur, vous vous rendez compte, je suis guéri, ma tartine est tombée non pas côté confiture, mais de l'autre côté. Et là, le docteur qui dit, je suis désolé, monsieur, mais je pense que vous avez beurré votre tartine du mauvais côté. Voilà. Et ben voilà. Oui, c'est moche ce qui arrive. Est-ce que l'IA pourrait nous aider par contre sur ce sujet ou pas Est-ce qu'une tartine générée par ChatGPT peut-être? C'est une question qu'il faudra un jour qu'on pose à ChatGPT. Le papa de Pinocchio, GPT. ChatGPT. Alors après, on peut se demander, est-ce que le jour où l'intelligence artificielle répondra à cette question n'est-ce pas le jour de la fin de l'humanité? Je crois que l'intelligence artificielle supprimerait les tartines. C'est ça. Voilà. On va terminer cet épisode, comme d'habitude, par une recommandation culture qu'il a fait cette semaine. Alors, Monsieur Mike, dites-nous, quelle est ta recommandation culture? Alors, c'est un bouquin qui traînait dans ma bibliothèque depuis un petit moment que j'ai lu et que j'ai vraiment bien aimé. Ça s'appelle Automnal. C'est paru aux éditions 404 Comics. Donc, c'est de Cross Sheehan et Wardy Campbell. Apparemment, c'est tiré d'un comics, mais je ne saurais dire chez quel éditeur il est sorti. En fait, c'est un film d'horreur, cette histoire. C'est vraiment, le pitch, c'est une jeune femme qui est partie de chez elle enfant. Elle est adulte. Elle a une fille de 9-10 ans et sa mère décède dans son village natal et du coup elle va à l'enterrement de sa mère et elle va rester dans son village natal et là il y a plein de choses qui vont se passer. C'est vraiment comme un film d'horreur. Le dessin est plutôt sympa. Les couleurs, beaucoup de couleurs parce que comme son nom indique, automnal, c'est en lien avec les feuilles, avec l'automne et la forêt et c'est vraiment pas mal. On passe un bon moment. Bon, c'est assez classique on se doute rapidement de comment ça va se finir, mais on passe vraiment un bon moment. Voilà. Quel éditeur 404 Comics. 404 Comics, qui est un éditeur français du coup. Oui, je pense. C'est une trad, c'est une traduction. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Mike. C'est donc la fin de ce 3e épisode de l'Instant Truc. Et à la prochaine fois. Salut, messieurs. Au revoir tout le monde. Ciao.